Ici ça parle vélo, ici ça parle cyclisme, c'est parti les amis, c'est parti pour le 518e épisode du Coup Tordu. Pour ceux qui nous découvrent, déjà vous êtes les bienvenus. Le Coup Tordu, c'est la 4e saison, c'est un podcast de cyclisme, un podcast dans l'anticipation. Il y a des interviews, ça c'est plutôt pendant l'hiver où on interviewe différentes personnalités du cyclisme, et le reste de l'année on fait ce qui s'appelle des previews. Donc les previews, c'est vous donner des clés, des analyses pour essayer de décrypter, pour essayer de décortiquer la course, et surtout pour chercher à savoir qui va la gagner cette course. On se retrouve pour un 518e épisode du Coup Tordu. On va parler de la deuxième étape de l'Arctic of Norway. On parlera un petit peu également du Tour de République tchèque, un petit peu également du Tour du Portugal qui a lieu actuellement. Et puis je vais vous rappeler un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Je vous rappelle que le Coup Tordu est disponible sur l'intégralité des plateformes de podcast. La chaîne YouTube du Coup Tordu, on s'approche des 5000 abonnés sur la chaîne YouTube du Coup Tordu. Le Coup Tordu est une communauté qui grandit. Vous êtes plus de 17 000, bientôt 18 000 sur TikTok, 15 000 désormais sur Facebook. On voit que le Tour de France est passé par là, bientôt 7000 aussi sur Instagram. J'oublie un réseau social. Ah oui, le X, voilà, le X, vous êtes un petit peu plus de 3600 sur le X, le Twitter du Coup Tordu. Donc comme on dit, la commu vit bien, un podcast bien évidemment totalement indépendant que vous retrouvez assez régulièrement dans les podcasts de sport les plus écoutés en France. Vous allez sur Apple Podcasts, vous avez un classement des podcasts de sport les plus écoutés, et on se retrouve assez régulièrement, top 20, top 30, top 40. On a fait notre meilleur classement pendant le Tour de France. On était monté à la 15e place, même en sortie de Tour de France. On est monté à la 15e place des podcasts de sport les plus écoutés en France. Premier podcast de cyclisme indépendant, et parmi les podcasts de sport indépendants, on est aussi parmi les premiers. Et tout ça, c'est grâce à vous tous, et bien évidemment, on accueille absolument tout le monde. La suite du Coup Tordu, dans le Coup Tordu, on est 3. Là, je suis en solo pour cet épisode. Vous retrouverez Thibaut et Enzo très rapidement dans le Coup Tordu, notamment la semaine prochaine. Vous aurez votre format habituel pour la grande preview de la Vuelta 2026. On a un format historique dans le Coup Tordu, c'est chaque fois qu'il y a un grand tour, on vous sort 5 épisodes, 5 previews. Vous avez une preview pour le parcours et le classement général, une preview pour le classement des grimpeurs, une preview pour le classement des sprinteurs, une preview également pour les électrons libres. Vous savez, ces coureurs qui vont partir en échappée, qui vont faire des kilomètres à l'avance en fantasy, notamment sur Side Limit, le jeu de fantasy sur lequel je joue, c'est hyper important. Puis un épisode également consacré au Team Classification. Je pense, on n'a pas calé de date avec Thibaut et Enzo, mais je pense que tout ça, ce sera disponible à mon avis mercredi prochain, le 19 août, pour cette Vuelta 2026. Un petit peu d'actualité vélo, ça va pas être un épisode très très long, mais on va quand même parler de l'Arctic of Norway. Il s'est passé des petites choses. Actualité vélo, moi je voulais en speed mettre le doigt sur quelques sujets dont personne ne parle actuellement. Vous savez que le Coup Tordu, on est toujours un petit peu dans l'anticipation, comme on disait tout le temps, jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction, pour ceux qu'on la ref. Premier sujet que je voulais évoquer, là je vais vraiment dans l'anticipation. Calendrier 2027, conflit actuellement au Moyen-Orient. Il peut y avoir des ricochets sur le sport. Quid de l'UAE Tour? Quid du Tour de Sharjah, quid de l'Alula Tour, quid également du Tour d'Oman. On sent qu'il y a un conflit géopolitique international qui s'enlise. On espère que tout sera réglé bien évidemment d'ici quelques mois, parce que le Coup Tordu est pour la paix sur terre. Mais en attendant, si ça continue à être un peu le bordel dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui se passe? Et rappelez-vous, je reviens uniquement sur le sport, rappelez-vous quand il y a eu le calendrier Covid et que ces courses du Moyen-Orient ont été annulées, là on s'est retrouvé avec plein d'équipes pour le Tour, pour l'étoile de Bessèges. On a vu quand même que ça avait foutu la merde dans la préparation d'énormément d'équipes. Alors là, je revois des équipes pour le Tour qui vont venir retoquer gentiment à la porte de l'étoile de Bessèges. Donc voilà, donc ça risque de boucher pour certaines grosses équipes. Si jamais, et évidemment du fond du cœur, je ne le souhaite pas, on devait en arriver là, mais enfin bon, vu que ça s'enlise depuis des mois, et vu les guignols qui dirigent cette planète, je suis pas sûr que, en tout cas, je pense que il pourrait y avoir, je l'espère pas, mais il pourrait y avoir une interrogation dans les semaines qui viennent. Le deuxième sujet, un petit peu de vélo féminin, pareil, personne n'en parle, très peu. La Décathlon CMA CGM va arriver dans le vélo en 2027, donc on sait qu'il y a des sous, on sait qu'il y a des moyens, et si la Décathlon CMA CGM vient dans le vélo féminin, comme disait Jay Hindley, c'est pas pour mettre des chaussons à 1000 pattes. À mon avis, ils vont vouloir être compétitifs très rapidement. Alors si j'ai l'esprit, on va dire, un peu tordu, mais en même temps le podcast s'appelle Le Coup Tordu, je me dirais que Dominique Serriès a envie de péter les couilles à Vincent Lavenu, qu'il déteste copieusement, mais ça je pense que c'est une histoire dans l'histoire. Je pense qu'il y a une hype, un véritable développement sur le vélo féminin, et Décathlon bien évidemment arrive avec un coup de retard, mais Décathlon a envie d'en être. Alors comment ils font?
comment ils font? Est-ce qu'ils mettent de l'argent? Est-ce qu'ils mettent des sous pour aller chercher des coureuses et essayer d'avoir une équipe, on va dire, un peu à l'international, à l'image de ce qui se fait chez les hommes, ou on essaye plutôt de recruter local et d'aller chercher les meilleures françaises? C'est vrai que par exemple, si on regarde la FDJ Suez, ça se passe hyper bien. Je redis tout le bien que je pense de Stéphane Delcourt, qui pour moi est, tout sport confondu, peut-être l'un des meilleurs managers de l'histoire du sport français. En tout cas, il arrive à faire un truc qui est complètement dingue, c'est-à-dire il est sur un marché qui n'existe pas, hein, quand il récupère l'équipe qu'il a entre les mains. À l'époque, c'est l'équipe du Futuroscope. Il y a quasiment plus de vélo féminin, il n'y a pas de Tour de France féminin. Et bon, on va regarder quand même la démonstration. Donc moi, c'est des histoires que j'aime bien, des histoires à la Giroud, voilà, des histoires françaises. C'est des histoires qui me parlent, hein. Bon, il n'y a pas que en France, bien évidemment, qu'on voit ce genre d'histoire, mais un mec qui arrive, qui part de rien et qui arrive à monter tout en haut. Donc là, il va avoir un sacré concurrent dans les pattes. Donc qu'est-ce qui se passe si, par exemple, je donne un exemple, du côté de Decathlon, on a Dominique Serriès qui débarque et qui propose, j'en sais rien, je donne des exemples, hein, des exemples à la con, à Evita Music ou à Juliette Berthet, si ils proposent 3 fois leur salaire. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Est-ce que de l'extérieur, on peut réussir avec des billets? Alors, il y a de la monétisation à la FDJ Suez, hein, attention, Demi Vollering a un bon salaire, mais est-ce que de l'intérieur, il peut torpiller l'équipe? Est-ce que s'il y a une ou deux coureuses qui l'intéressent du côté de ma petite entreprise, est-ce qu'on peut pas aussi mettre la main à la poche? On sait, voilà, Océane Mahé a communiqué son salaire en début de Tour de France, elle est à 1 550 € par mois, elle est encore un petit peu aidée par ses parents, donc on peut aussi un petit peu dépouiller les équipes. Donc je pense que les agents également vont avoir leur mot à dire dans l'histoire, parce que le rôle d'un agent, bien évidemment, s'il y a un coureur ou une coureuse qui gagne 2000 ou 3000, on lui propose 7 ou 8000 en face, l'agent, lui, pour le bien du coureur et aussi pour son porte-monnaie, il va tout faire pour que, bien évidemment, le coureur ou la coureuse aille là où il y a le plus de sous. Donc je dis pas que c'est une bombe, je dis pas que c'est une petite bombe qui peut débarquer dans le cyclisme féminin français, mais comme Decathlon arrive avec un peu de retard, pour combler le retard, va falloir mettre des sous. Et on sait que parfois, l'argent, ça peut faire tourner la tête. Donc c'est un dossier, en tout cas, voilà, je pense que pour la première fois, le mercato féminin va être assez intéressant. Voilà, enfin pas pour la première, enfin aussi le transfert de Demi Vollering, ça va être intéressant, mais je veux dire, voilà, pour m'exprimer mieux, ce mercato féminin risque de ne jamais avoir été aussi passionnant. Voilà, c'est précisément ce que je voulais dire. Puisqu'on est dans le mercato, je voulais vous parler également d'un recrutement. Alors moi, le recrutement, pareil, un recrutement dont personne ne parle et dont personne n'a parlé, qui a retenu mon attention. Et très peu de gens en ont parlé, c'est l'arrivée de Gabriel Berg du côté de la Bikehead. Alors vous savez que c'est aussi une équipe qu'on suit dans le coup tordu. D'ailleurs, il va falloir que je pense pour cet hiver, pour cet automne, je relance une petite invite, même une grosse invite à Léo Bouvier qu'on avait déjà eu dans le podcast à l'époque où il était sprinter du côté de la Bikehead. Hein, Léo qui est un mec incroyable, qui est un mec super, qui fait des selles sur mesure pour les coureurs. C'est un gars top. On avait passé un très très bon moment avec Léo Bouvier. On l'avait eu il y a 2 ans dans le podcast. Désormais, il est DS, il est directeur sportif du côté de la Bikehead. Et si ce nom ne vous dit rien, le nom de Gabriel Berg, il a été dans l'actualité il y a quelques semaines. Il a fait une interview pour Eurosport. Et rappelez-vous, c'est ce garçon qui était dans l'équipe de Conti de la Soudal. Et il décide, voilà, je reprends le podcast en fait. Voilà, pour vous c'est indolore, mais il y a eu un petit montage en fait. J'ai été interrompu pendant quelques minutes. Il y avait du bruit chez moi dans mon jardin. En fait, c'était un hérisson. Voilà. le bruit du hérisson. C'est vrai qu'un hérisson, c'est bruyant. Donc, je reviens sur ce garçon. Donc, je parlais de Léo Bouvier, hein, qui est désormais DS du côté de la Bikehead. Et je reviens sur ce garçon qui s'appelle Gabriel Berg, qui était du côté de la Soudal il y a quelques mois, qui était dans l'équipe de formation, dans l'équipe Conti de la Soudal. Et rappelez-vous, il avait fait une interview, alors il est étudiant, je crois qu'il est à Sciences Po, et il a dit, moi, à 18 ans, 19 ans, m'entraîner comme un ultra professionnel, pas avoir de vie, peser tout ce que je mange, ça m'intéresse pas. Je trouvais d'ailleurs que dans sa manière de voir le vélo, il y avait un petit côté Johan Alfredo, voilà, c'est-à-dire de voir, on va dire, l'accomplissement du sportif, pas uniquement par le biais de la performance, aussi par le biais de l'aventure que l'on va raconter. Et tout simplement, c'est pas quelque chose qui, il avait pas envie entre guillemets de tuer entièrement sa jeunesse pour le vélo. Et
Donc là, il a été recruté du côté de la Bikehead. Je trouve le recrutement assez intéressant et ça va rejoindre un autre recrutement de la Bikehead qui a eu lieu il y a quelques années. Maintenant, le coureur évolue à la Visma. C'était le recrutement d'Anton Schiffer. Schiffer qui a été transféré à quasiment 26 ans du côté de la Visma, qui avait démarré le vélo très très tard d'ailleurs, à l'âge de 20 ans. Et je me demande, et ça serait, je pense, le sujet peut-être pour Léo Bouvier, est-ce que la stratégie de la Bikehead, alors on sait que du côté de la Bikehead, on aime bien tenter des coups, notamment en Afrique, mais est-ce que on aime bien aussi, par exemple, moi j'aime bien le recrutement cette année de Victor Vidal, Victor Vidal qui était amateur, qui était au CC YouTube, qui a sa chance en professionnel à 27 ans. Donc on tente des coups. Alors est-ce que dans les coups à tenter, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi cette manière de voir un petit peu, on sait qu'aujourd'hui on est dans le vélo, on est dans l'hyper-professionnalisation des coureurs de manière très 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 précoce. On en avait parlé avec Christian Tadegestat dans la 400e du coup tordu, c'est-à-dire que aujourd'hui les managers des équipes appellent les agents pour leur dire il me faut un grappeur de 21 ans, il me faut un sprinter de 20 ans, on recrute de plus en plus jeunes. Ça bouffe un petit peu, on va dire, tous les coureurs qui ont cette ambition un petit peu de réussir ce qu'on appelle des doubles projets. Il y a des exemples qui fonctionnent très très bien. Valentin Madouas qui s'est révélé un peu sur le tard parce qu'il était étudiant. On suit dans le coup tordu Andrea Missud qui est le premier coureur qui avait répondu à notre invitation. Rappelez-vous Andrea, vous remontez le 13e épisode du coup tordu. Andrea il nous dit je suis étudiant, je cours à Nice. Et vous voyez que actuellement Andrea il est du côté de la team Polti. Il a disputé son premier grand tour et je pense qu'à mon avis, même s'il a 26 ans, à mon avis, vu la forme et la saison qu'il réalise, je pense que ça doit aussi taper à la porte pour qu'il aille à l'étage supérieur. Si pour l'instant il n'a pas encore re-signé du côté de la Polti, je pense qu'en logique, à mon avis, Ivan Basso a envie de le re-signer, et s'il fait un petit peu traîner, c'est que je pense qu'à l'étage supérieur, à mon avis, on doit regarder un petit peu qui est Andrea Missud. Donc ce double projet en fait n'empêche pas les coureurs d'être performants. Alors peut-être que ce Gabriel Berg n'a pas abandonné complètement l'idée de devenir un grand coureur cycliste professionnel, mais simplement il a envie de mener à bien son double projet, c'est-à-dire réussir ses études, et une fois que les études sont réussies, tu te mets la tête à fond dans le vélo. C'est exactement ce qui s'est passé pour Andrea Missud, c'est un cas d'école. Il nous dit pendant 2 ans, j'ai hâte de terminer mes études pour voir ce que je vais réellement donner en me consacrant au vélo à 100%. Et quand on le reçoit le dernier coup dans le podcast, il nous dit là je suis dans le vélo à 100% et je vois clairement la différence quand tu manges vélo, tu vis vélo, tu respires vélo, plutôt que quand le matin tu te lèves, tu vas en cours, tu t'assois sur une chaise, tu matrices les deux. Les performances, elles sont complètement différentes. Moi, je suis pressé de voir aussi ce que du côté dans le vélo féminin, ce que va donner Clémence Latimier, qui est aussi qui suit des études de kinésithérapie pour devenir kiné et qui a disputé le Tour de France. C'est fait, je crois, 21e du Tour de France. En se mettant à fond dans le vélo, 100% du temps, peut-être que Clémence, ça vaut un top 8 ou un top 10, ou peut-être qu'on peut aussi aller lui proposer, une équipe peut lui proposer aussi un énorme salaire pour, pourquoi pas, aller pousser une grande leader dans un grand col qui jouerait les podiums d'un grand tour. C'est aussi des possibilités. Donc tout ça, c'est des évolutions que j'aime bien voir, et je trouve que cette hyper préconisation, voilà, vous l'avez compris, j'ai un peu de mal avec mes mots ce soir, l'hyper précocité des coureurs actuels et aussi un peu des coureuses, mais plus des coureurs, tout ça, c'est alors je viens de voir un autre transfert là à l'instant, d'accord, Sébastien Berwick qui va à la Pinarello Q36.5, d'accord, ok, très très bien que Berwick retrouve une chance, on va dire à un étage un petit peu supérieur que la Cara Oral. Pinarello Q36.5, c'est la même division, c'est Pro Team, mais je pense qu'il y a quand même d'autres moyens du côté de Pinarello, donc Berwick c'est un bon coureur, donc félicitations à lui. Donc voilà, tout ça c'est intéressant, et j'ai l'impression que du côté de la Bikehead, on essaye un petit peu de prendre le contre-pied et dire à des coureurs qui ont un double projet, ok, venez chez nous, gérez le truc comme vous avez envie, les études vous allez pouvoir les faire, c'est plus important, on va vous donner également un calendrier de course et un plan d'entraînement qui va vous permettre d'être performant. Vous n'allez pas perdre votre niveau, et puis dès que vous le sentez, vous pourrez aller, si vous êtes performant, aller à l'étage supérieur ou vous consacrer à 100% au vélo dans l'équipe. Donc j'ai un peu l'impression quand je vois les recrutements de Schiffer par le passé et aujourd'hui de l'ami Gabriel Berg, je pense
que peut-être, je dis peut-être une connerie, hein, j'en sais rien. Léo, si t'écoutes le podcast, tu me corriges, mais j'ai aussi l'impression qu'on cherche aussi un petit peu à faire le contre-pied, et je pense qu'avec cette philosophie, je pense qu'il y a de très très bons coups à faire pour des équipes de Conti, hein. Le travail de Cyril Saugrin à la Roubaix Van Drissel, alors lui c'est un peu différent, il va chercher vraiment des mecs revanchards, des morts de faim, des grinteux. On voit que Roubaix Van Drissel fait une saison de fou, mais avec vraiment une mentalité de surattaque. Donc on voit quand même que le vélo, on va dire au deuxième voire au troisième échelon mondial, n'est pas mort, qu'il y a des choses qui passent au travers des filets des grosses équipes World Tour, que l'argent ne fait pas tout, et que même à un niveau inférieur on peut encore exister. En tout cas, Gabriel Berg, je vais le suivre attentivement, bien évidemment, dans le coup tordu. Un autre coureur qu'on a reçu dans le coup tordu également et qui est en passe de remporter le Tour du Portugal, c'est Alexis Guérin. Alexis Guérin, incroyable, 34 ans, il a jamais été aussi fort du côté de l'équipe portugaise à Nicolor. Il vit sa meilleure vie au Portugal. L'ami Alexis Guérin, le Tour du Portugal d'ailleurs, qui est retransmis sur Eurosport. Je vous conseille de jeter un œil, même plus qu'un œil, parce que c'est très très sympa. Donc il est en tête, notre ami Alexis Guérin, 47 secondes d'avance sur Artem Nitsch, qui est son équipier, qui est aussi son pote. Alors comment ça va s'articuler du côté de l'équipe à Nicolor? Moi j'aimerais bien qu'Alexis aille la chercher, mais voilà, je sais aussi que c'est un mec qui a je pense que voilà, si c'était Nitsch qui gagnait, il serait presque peut-être aussi content. Il nous en avait dit le plus grand bien quand on l'avait reçu l'hiver dernier dans le coup tordu. Il est aussi en tête du classement des grimpeurs, et moi je vais mettre également le curseur sur un coureur français dont Alexis Guérin nous avait parlé, qui s'appelle Louis Ferreira. Je vous en ai parlé déjà dans le podcast. Il était à Bourg-en-Bresse l'année dernière. Pareil, il a démarré le vélo sur le tard. Il a 25 ans, Louis Ferreira. Il avait une sale blessure en milieu d'année, 26 ans. Il vient de les avoir, ses 26 ans, cette semaine. Le 9 août, voilà, bon anniversaire Louis, avec un petit peu de retard. Et donc, il avait eu un sale accident de vélo. Il s'est bien remis. Il est 10e au classement général. En plus, en étant équipier pour Guérin et pour Artem Nitsch. Et ce que nous avait dit Alexis Guérin, c'est qu'il avait rarement vu des watts aussi élevés pour un coureur amateur. Ça a l'air d'être vraiment un gentil gars, ce Louis Ferreira. Allez vous abonner à son compte sur les réseaux sociaux, mais pareil, je pense que c'est le type de coureur, mais je pense que voilà, lui aussi c'est quelqu'un à qui, à mon avis, je vais lancer une invitation cet hiver dans le coup tordu. En tout cas, il réalise, comme son équipe à Nicolor, il réalise un très très bon Tour du Portugal, et d'ailleurs à Nicolor également en tête du Team Classification avec plus de 15 minutes d'avance sur la deuxième équipe. On bascule, un petit mot du Tour de la République tchèque. Aujourd'hui, première étape, victoire de Riley Schian, notre fameux stagiaire. Alors pourquoi je l'appelle le stagiaire? Des fois on me pose la question. Tout simplement, quand il est arrivé du côté de la NSN, à ce moment-là c'était Israël, il avait fait Paris-Tour, il était là-bas en tant que qualité de stagiaire, mais il devait pas rester dans l'équipe Israël. Il avait déjà signé pour une équipe américaine, une équipe amateur. En plus, je crois que c'était Vancouver ou un truc comme ça. Non, Vancouver c'est au Canada, je suis en train de vous dire une connerie, je sais plus, Philadelphie, enfin je sais plus le nom de l'équipe. Je suis pas un grand spécialiste de l'Amérique du Nord, et en tout cas de la géographie de l'Amérique du Nord. Et donc Riley Schian finalement avait remporté Paris-Tour. Je me rappelle, la cote elle était à 500, et puis il est resté, et puis il est très chaud. Moi j'aime bien Riley Schian. Il va quand même taper Ben Turner au sprint, Ben Turner qui était ultra méga favori. Alors c'est une épreuve qui est pas ouverte sur le marché français, le Tour de République tchèque. J'ai donné un PLT pour les francophones de l'étranger ce matin sur les réseaux sociaux, la victoire de Jordan Jegat au classement général. Vraiment, je reste vraiment dans les coureurs qu'on a reçus dans le coup tordu, donc la victoire de Jordan Jegat à 3,75, j'ai du mal à voir. Alors Sobrero peut être chiant, Pozzo peut être chiant, mais enfin bon, quand tu sors 10e du Tour de France, en logique t'es au-dessus de tous les coureurs qui sont sur la start list. Il y a 3 arrivées au sommet. Alors celle de ce vendredi, on va dire c'est une petite arrivée au sommet. On a un col de 15 km, mais à 4,1% de moyenne, et on va dire que c'est vraiment les 3 derniers kilomètres qui sont difficiles. Le dernier kilomètre est à 9%. Sobrero, ça peut être un spot pour l'étape. Jordan Jegat aussi, même si Jegat, je l'attends plus sur la 3e étape. Donc assez compliqué de dégager un vainqueur. Alors le grand Joe Blackmore, voilà, le grand Joe Blackmore qui va être transféré également du côté de chez Ineos en fin de saison, je l'aurais mis favori sur ce type de finale. Maintenant, est-ce qu'il revient de blessure? Lui aussi a une saison très très compliquée, il est en phase de reprise. Est-ce qu'on a le grand Joe Blackmore? Je sais pas. Maori peut être intéressant sur ce type d'arrivée, Maori Van Sevenant. Du côté de la Cairn Pharma, je regarderai également Jorge Gutiérrez, un très très bon coureur, et également du côté de la MBH, moi j'aime bien Alessandro Fancelou également. Tout ça c'est des coureurs sur lesquels j'ai le curseur, mais je vous donnerai pas de pique même pour les francophones de l'étranger.
je ne vous donnerai pas de pic sur cette deuxième étape du Tour de la République tchèque, peut-être sur la troisième, on verra ça. Et on va basculer donc sur la deuxième étape du Tour de Norvège, l'Arctic of Norway. Alors sur cette première étape, je vous avais donné Paul Henquin et je vous avoue que j'ai un petit peu de frustration sur Polo parce qu'il a fait exactement le sprint que j'attendais qu'il fasse. C'est-à-dire que moi je l'ai observé, remettez le replay sur Eurosport si vous avez 2 minutes. Moi j'ai vraiment mis le focus sur Polo. Il a une manière qui est très particulière de courir, il a, je sais pas, les épaules, il a un sprint un peu aérodynamique, enfin il laisse pas indifférent, on le reconnaît dans le peloton et c'est assez impressionnant la manière dont il se balade dans les 3-4 derniers kilomètres, on a l'impression qu'il fait de la voile. Alors son équipe lui a mis personne, hier je disais bon j'espère que Scatel va lui mettre quelqu'un pour l'amener dans le sprint, il était tout seul mais j'ai l'impression qu'en réalité il préfère se démerder tout seul, il a toujours été un peu comme ça, moi je l'avais repéré je crois en 2021, il me semble c'était sur une étape des 4 jours de Dunkerque, à l'époque il avait 18 ans, il avait terminé un sprint à la 13e place et il adore se diriger à l'instinct, il adore ses sensations de vitesse et vraiment moi je le reconnais direct, voilà, quand je le vois en 10-15e position dans un peloton, je sais clairement que c'est lui parce qu'il a une posture très très particulière sur le vélo, il a aussi une posture particulière, c'est vraiment, on voit vraiment qu'il cherche les vagues à l'instinct et aux 400 mètres, mais il était placé, mais idéalement, il était dans la roue de Lorenzo Manzin qu'allait lancer Jason Tesson qui a terminé 2e de l'étape, qui a failli la remporter d'ailleurs et il se fait tasser par Lorenzo Manzin, bon involontairement et il termine dans les barrières, il finit quand même, il prend quand même un sacré pet l'ami Polo, l'ami Paul Henquin. D'ailleurs au passage sur cette étape, je vous avais dit qu'il y avait des values à prendre derrière Ethan Vernon. Je confirme, la NSN arrive avec une équipe qui est vraiment pas dingue du tout sur ce Tour de Norvège, sur cet Arctic of Norway. Donc je pense que le bon jeu, Vernon était à 2, le bon jeu aurait été de prendre le field d'Ethan Vernon, à savoir Ethan Vernon ne gagne pas, je pense que ça aurait été le bon jeu, bon tant pis, en même temps sur Henquin on était sur un bin bet. Alors je vous dis pas qu'Henquin aurait fini top 3 si Lorenzo Manzin lui avait pas bloqué le passage, encore une fois involontairement, mais je pense que top 5, top 6 minimum, mais vraiment à surveiller parce que c'est pas très académique ce qu'il fait Paul Henquin, je pense que c'est pas des choses qu'on montre dans les écoles de vélo, il a sa manière de faire très particulière, mais voilà, je pense qu'à un moment donné c'est quelqu'un qui peut aller en claquer une belle. Est-ce que Euskaltel, je sais même pas si Euskaltel est prévu cette année sur la Vuelta, ah bah non je suis con, ils étaient pas top 30 UCI l'année dernière donc ils peuvent pas, je vais même pas regarder, ils peuvent pas être sur la Vuelta cette année, bon c'est un petit peu dommage, mais voilà, donc je suis un petit peu déçu du pic Paul Henquin. Donc sur cette deuxième étape de l'Arctic of Norway, il y a quelques passages gravel, ça va être magnifique, l'étape, on va vraiment dans le nord de l'Europe, on va du côté d'Andenes, c'est simple, vous allez plus haut, c'est l'île Svalbard, je crois, l'île, il y a une île au-dessus là qui est complètement incroyable du côté de la Norvège, donc là on est tout en haut, c'est le bout du monde, les paysages vont être magnifiques, on va être en plus en bord de mer. Alors attention à la météo, de la pluie, les coureurs vont vraiment prendre la saucée sur cette deuxième étape de l'Arctic of Norway, je vous l'ai pas dit mais en logique c'est un sprint, alors ça peut partir aussi dans tous les sens, la pluie avec les secteurs gravel, ça peut vraiment ça peut se casser la gueule, ça peut partir à volo dans tous les sens. Il y aura un petit circuit final à l'arrivée, sachant qu'il y a de la pluie et qu'il y a les parties de gravel, alors les coureurs vont quand même prendre vent de face, je pense que ça va être un truc de costaud. C'est dommage d'ailleurs que Riley Shan soit pas sur cette étape-là. Malgré tout, ça reste tout plat, donc je pense qu'on devrait avoir un sprint, on va dire un demi-peloton, 50-60 coureurs, mais encore une fois, la pluie et les secteurs gravel, ça peut mettre de l'impondérable et ça peut mettre de la variance sur cette étape. Moi, il y a un pic qui m'intéresse sur cette étape, et un seul pic, c'est un match-up, c'est Emil Liepins du côté de la Q36.5 qui a terminé 10e de la première étape, donc c'est que ça va pas mal, et il est proposé face à Paul Henquin qui malheureusement a pris un énorme pet dans les barrières, donc ça je pense que les bookmakers sont complètement passés au travers. Généralement quand un coureur prend un gros pain, généralement il n'est pas proposé le lendemain, sauf si les deux coureurs ont pris un gros pain, donc voilà, Liepins a fini 10e de l'étape, donc lui il n'y a pas de problème. La cote n'est pas incroyable, elle est à 1,53, mais pour moi il a valu. Je pense que dans ces conditions là on est sur un petit 75-25, voilà, lendemain de blessure pour
Polenkin, en plus dans des conditions qui sont vraiment vraiment difficiles. Moi j'aimerais bien que Polo, ça se trouve il allait la gagner, ça me fera plaisir, mais si on essaye d'être logique et si on essaye d'être factuel, je pense qu'il y a value sur Emil Liepins devant Polenkin. On ira sur 0,30% de bankroll, voilà, 1,53% de bankroll, Liepins devant Polenkin. Du côté des cotations, on a Ethan Vernon qui est à nouveau favori à 2,50. Alors je vais pas vous donner de pic sur cette étape là, mais encore une fois, vu la faiblesse de l'équipe NSN sur cet Arctic of Norway, je pense qu'il y a des values à prendre sur les coureurs qui sont derrière Ethan Vernon. Donc là il est coté à 2,50, les bookmakers le remettent encore favori, ils ont réajusté un petit peu la cote par rapport à hier, mais alors vous dire qui quoi ok, j'ai cherché à voir s'il n'y avait pas un field contre Ethan Vernon, j'en ai pas trouvé. On a du Billy Kra qui n'a pas été impérial à 5, du Leonardi à 5,50, Jason Tesso à 7,50, Casper Van Hooydonk à 15, on a du Riley Plikren, il y en a beaucoup qui croient en Mathieu Kokelman, le luxembourgeois à 20, on a du Ronan Auger, donc voilà, compliqué, très compliqué d'aller vous dire, et vous voyez là on a encore Polenkin à 30 qui est 12e ou 13e favori, alors encore une fois qu'il a pris une sacrée chute, allez voir sur son compte Instagram, hein, il passe de l'autre côté de la barrière, donc voilà, déjà j'espère qu'il sera au départ, c'est que s'il va au départ c'est que c'est pas si pire, et donc voilà, mais encore une fois je pense que ça va être compliqué pour lui d'être performant dans ces conditions. Pour terminer ce coup tordu, une pensée pour Victor Vercouilly. Alors effectivement il est sorti, je vous l'avais donné en électron libre sur cette première étape de l'Arctic of Norway, vous avez peut-être vu son histoire, Victor Vercouilly qui vient de perdre son papa, et il est sur la course parce que son père avait insisté pour qu'il soit sur la course, donc on imagine un petit peu déjà l'effort qu'a dû faire Victor Vercouilly, donc voilà, évidemment voilà, on est de tout cœur. Moi Vercouilly c'est un coureur que j'aime bien, on sait que la Flandre bâloise va s'arrêter, alors je dis pas ça parce qu'il vient de perdre son papa, Vercouilly, on vous en parle très régulièrement dans le podcast, mais c'est des attaquants, c'est des mecs qu'on aime voir dans le coup tordu, qu'on aime voir à l'avant un petit peu, ces attaquants de l'impossible, parce que voilà, ça fait le spectacle, et puis quand ils en gagnent une, Kenny Molly qui a été en gagné une cette année, le jour où ça passe, c'est beau, voilà, c'est beau, c'est du beau vélo, on aime aussi les attaquants, on aime surtout les attaquants dans le coup tordu, et Victor Vercouilly en est un, donc voilà, bien évidemment, je sais pas s'il est sur l'Arctic of Norway, mais je pense qu'il doit pas avoir complètement la tête au vélo, et bien sûr, on est de tout cœur avec l'ami Victor Vercouilly, puis on espère qu'il retrouvera une belle équipe pour 2027. Bien évidemment, c'est tout ce qu'on lui souhaite, même si bien sûr ça doit pas être ça doit pas être sa priorité, et on le comprend bien dans le temps présent. Merci pour ce coup tordu. Vous retrouvez Thibaut sur son compte Instagram Thibaut Chambre, son compte Instagram Thibaut Chambre, son compte X, son compte Twitter, Enzo alias Analyste Phoenix également sur son compte X, son compte Twitter, et le coup tordu présent sur toutes les plateformes de podcast, et on se retrouvera probablement demain pour, même c'est quasi sûr, pour l'analyse de la 3e étape de la Arctic of Norway, où là il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, ciao les potos.